et comment je pourrais ne pas être perdu, que je le veuille ou non. Parce que pendant tout ce temps, pendant que je fréquente en distanciation Eric Satie, Alphonse Allais, et que j'ai cette approche directe avec la famille Dupuis et tout le débobinage que ça convoque, c'est-à-dire avec la voix directe, Fluxus, etc., via Charles Dreyfus et tous les amis, et puis Julien Blain dont je parlerai après, etc. Je suis en correspondance permanente, évidemment, avec Claude Pellieu, qui me rafale de cartes postales, etc., etc. Donc tout ça, euh, ça fait du vacarme, ça fait du choc, ça fait de l'explosion permanente. Donc c'est évident que je suis complètement, pas perplexe, je suis goulûment attaché à ne rien perdre de tout ça. Pour mieux perdre tout, il faut que je puisse gober, avaler, absorber à la fois tout ce qui me semble élémentaire, tout ce qui me semble élémentaire dans le sens essentiel, évidemment, essentiel, parce que c'est formidable, les correspondances de Claude Pellieu. Et Claude Pellieu, évidemment, il est à la fois hyper zen, il a quelque chose de très minimal. Il fait des haïkus, il fait des poésies très compressées, des petites phrases courtes, très fines. Il pleut, il pleut sur les feuilles. J'entends des insectes, etc. Et puis en même temps, là, il balance, il est dans le splatch total, et là il s'enflamme, etc. Donc il est déjà les deux, lui, Claude Pellieu. Jean est en permanence, Jean Dupuis est en permanence dans la distance, toujours. Siop. C'est vraiment la glissade permanente, ça dérape tout le temps. On peut pas le choper. On ne va pas choper Pellieu non plus. Et alors donc, moi, je me tape, en fait, je conjugue ces deux personnages très vite. Là. Voilà, c'est ça, 72, c'est 71, 72, voilà, c'est ma rencontre, ma première rencontre physique avec Claude Pellieu. Voilà. C'est-à-dire que Pellieu arrive à Honfleur. Ils sont en Angleterre avec Mary Beach, ils arrivent à Honfleur. Plaf! J'ai pas encore rencontré Jean Dupuis. Je n'ai rencontré que le frère de Jean Dupuis. Et j'ai pris connaissance via Francis Dupuis, le frère, qui est le commissaire-priseur de Honfleur. Et qui m'achète d'ailleurs des dessins d'Eric Satie que j'ai fait sur l'exposition d'Eric Satie. Donc tout ça, ça fait une sorte de nœud. Un nœud avec des boyaux, et tout ça s'entremêle, et c'est ça qui me fortifie, et je suis boulimique, et puis en même temps, je suis dans la neurasthénie, c'est les deux à la fois, ça vient, pouf, je suis rassasié, j'ai pas faim, et j'ai envie de dévorer, etc. Et j'ai les... C'est pas confortable, mais c'est génial, parce que je suis complètement dans une dimension foudroyante, c'est tellurique, c'est cosmique, comme dit Fox. C'est vraiment, pour moi, d'avoir ce magnétisme des extrêmes, avec deux personnages aussi foudroyants que Claude Pellieu et Jean Dupuis, c'est quand même quelque chose. Donc j'ai du bol. Et puis c'est pas facile. C'est pas facile de pouvoir se prononcer et de prendre, de prendre sa propre voix. Quelle voix? Mais comme il y en a 1000, je prends les 1000 voix. Je ne prends pas une voix, forcément. Et je malaxe les deux. Et pour moi, c'est pas possible de faire un choix. Je ne dois envisager l'existence qu'avec des approches aussi radicales, discrètes, élémentaires et extra distancées comme celle de Jean Dupuis, avec cet humour décalé en permanence, comme une espèce de pirouette
totale, et puis celle de Claude Pellieu, qui est entre la colère, en figurique même, une espèce de colère flamboyante totale, et puis ce que possède aussi Jean Dupuis, cette espèce de discrétion totale, et puis cet infiniment petit, et puis cette attention suprême pour la moindre chose, la goutte d'eau, le bruissement, à fleur de peau en fait, les choses qui sont évanescentes. Voilà. Donc, moi, j'appréhende immédiatement ce nœud paradoxal de l'évanescence et du flamboiement. Voilà. Et la rencontre de Claude Pellieu, c'est énorme. Alors, il se fait que Claude Pellieu et Mary Beach, j'avais une exposition à Honfleur, et ils ont acheté directement à la galerie une peinture. C'était une bonne sœur qui mangeait une banane, etc. Et cette peinture est devenue la couverture du livre de Electric Banana de Mary Beach. Bon, voilà. Donc après, bon, ceux qui veulent prendre connaissance, il suffit de taper, etc. Bon. Un petit livre, alors forcément formidable pour moi, avec une préface de William Burroughs quand même. Bon, donc Mary Beach, William Burroughs, ma couverture, donc Electric Banana. Donc cette peinture que j'exposais à la galerie, Claude et Mary me l'ont achetée. Alors j'ai rencontré Claude et Mary, mais j'avais déjà une correspondance, donc c'était fantastique. Fantastique. On s'est bien marré, il faut dire. Bon, quand on s'est rencontrés, on s'est bien marré. C'était déconnade sur déconnade, non-stop. Je me rappelle même plus. Je pense que j'ai dû passer. Enfin, j'étais bourré tous les jours avec eux. Il y a quelques jours, un truc de fou. Et Claude m'a dit, il va falloir que tu bouges ton cul, il va falloir que tu sortes un peu, là, tu vas pas rester à Honfleur, etc. Il faut que tu voyages un peu, il faut que tu rencontres le monde, etc. Et rencontrer le monde, bah oui, bien sûr, j'en rêve, mais quand je vois tous les abrutis, là, tous les camarades autour de moi, à Caen, etc., tous les gens que je rencontre qui partent à Katmandou en stop pour penser... trouver je sais pas quoi, l'Eldorado, et qui reviennent aussi cons lorsqu'ils sont partis, ce genre de voyage, etc. Alors moi je dis, j'ai tout ce qu'il me faut, moi je suis en Normandie, j'ai la Voie lactée, il y a les vaches à côté dans les champs, je mange du camembert, etc. Gong, camembert électrique, tout, enfin bon. Voilà, moi je voyage. Jules Verne voyageait dans sa chambre. Raymond Roussel, il voyageait aussi, mais il ne voulait pas voir l'extérieur. Il était toujours... Enfin bon, chacun a son focus, j'en ai parlé. Donc, j'ai dit d'accord, moi je veux bien voyager, mais je veux dire... le voyage mental, c'est excellent, etc. Aussi. Donc, il faut savoir, moi, quand je vois tous ces gens en camping-car... ça donne pas tellement envie de voyager, en fait. Donc, Claude me dit, écoute, j'ai 3 amis, tous les autres, c'est des cons. J'ai 3 amis, il faut absolument que tu les rencontres. Ah bon, 3 amis, tu vas les voir, de ma part. C'est Jean-Louis Brault, Gilles Volman et Henri Chopin. Tu vas les voir. Bon, alors, je note, évidemment, génial, je vais les voir, etc. Et... j'ai un petit peu peur. Je me dis, oh là là. Allez, alors je décide. Je suis toujours avec mon ami Jacques Lullet, évidemment. Jacques Lullet, Jacques Lullet est moins branché que moi sur la poésie de Claude Pellieu. Bon, il est trop décalé dans un autre genre, et donc il trouve ça un peu patronage, lui. Bon,
ça lui met pas tant que ça. Mais bon, il respecte quand même, il dit ouais, ouais, bon, c'est pas mal, mais bon, c'est un peu romantique pour lui, enfin bon, etc., etc. Je lui dis, écoute, est-ce que tu veux m'accompagner? Je vais aller rencontrer Jean-Louis Brault, etc., que je connais pas du tout. Bon, il n'y avait pas de Google, d'Internet, etc., donc je pouvais pas trop savoir. Et il me dit, oh, d'accord, d'accord. On va à Paris, on arrive chez Jean-Louis Brault. Bon, Jacques Lullet conduisait, moi je sais pas conduire. C'était pas terrible, mais il y avait toujours le pack de bière au pied au pied au pied du volant, quoi. Donc le pack de bière, il n'y avait plus rien en arrivant à Paris, etc. Donc le lait était déjà un peu chaud. Et on conduisait, enfin il conduisait quand même, en buvant des bières. C'était pas terrible, terrible. Mais bon, voilà, on a échappé aux accidents. On arrive chez Jean-Louis Brault, etc. Donc il y a eu un petit coup de téléphone pour dire quand même, juste avant. Elle arrive génial, hein, Jean-Louis Brault, Eliane Brault, donc sa femme. Bon, tout va bien. Bon accueil. Et très vite, très vite, très vite. Ils étaient peut-être un petit peu bourrés aussi, Jean-Louis et Eliane Brault. Et donc, un truc de fou, assez vite, assez en 3-4 minutes. C'était un truc dément. Et donc, Jean-Louis Brault commence à nous présenter, à dire oh ouais, moi j'ai fait, je viens de sortir un disque, etc. Il nous met un petit 45 tours. Voilà. Alors là, génial. Je dis, oh bah, c'est ce qu'on fait, nous. Donc moi, c'est ce que je faisais pour les musiques, les bandes son de Jacques Lullet. Je faisais tous les barbarismes entre le russe et puis des crachats, toussements, vomissements, etc. Oh bon, bah, donc, hyper content, mais pas non plus. Ah bon, oh là là, incroyable, incroyable, non, pas étonné tant que ça. Enfin, donc génial, collègue, ami, complice, etc. Alors bon, évidemment, ça s'énerve un petit peu. Et Lullet, bah, forcément, Lullet, comment. Puis bon, je continue à parler Jean-Louis et me raconte pas mal de trucs, etc. Donc, j'entends hurler à côté, etc. Je me retourne, il y avait Eliane avec un couteau qui tournait autour d'une table, avec Lullet devant, je crois que c'était Lullet, mais non, c'était Eliane qui courait après Jacques Lullet. Je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'il a dit, mais elle était tellement en colère, elle voulait tuer Lullet. C'était un truc, enfin, c'est un truc de fou. En 5 minutes, tout a basculé, et comme ça. Donc, et puis Lullet s'est barré, etc. Après, quel con, Eliane dit, c'est un con ton copain, c'est un connard. Et donc, voilà. Et donc, après, bon, je dis, bon, je reverrai Jacques plus tard, il doit attendre en bas, etc. Il est vraiment con, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc voilà, c'est ma rencontre avec Jean-Louis Brault. Puis on a rediscuté, etc. Et puis, on a parlé très vite alors, faut dire qu'évidemment, Jean-Louis Brault, Gilles Volman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même... c'est de mes gens qui, à 16 ans... 16 ans, 7 ans et demi, 17 ans, sont inscrits dans le mouvement lettriste auprès d'Isidore Isou. Et, parce qu'ils étaient fascinés parce que c'est vrai que c'est puissant. Toute la pensée théorique d'Isidore Isou, c'est d'une créativité absolue. Mais ils ont trouvé insupportable le totalitarisme d'Isidore Isou, son côté facho, quasiment, de Isou, en disant c'est pas possible, on peut pas subir ça, etc. Donc eux-mêmes ont fui ce mouvement, ont fui les lettristes uniquement pour fuir Isou, tout en étant absolument dans ce champ de créativité, en respectant totalement, évidemment, le lettrisme. Et ils ont créé
cet ultralettrisme. Et on a parlé de ça, etc. J'ai dit, bah, moi, l'ultralettriste, et là, je reconvoque tout ce que je venais de dire à Pellieu. Je reparle, je dis, bah, moi, l'ultraletrisme, avec mes vaches, mon camembert et ma voie lactée, moi, je l'ai, mon ultraletterisme. Et je lui dis, moi, je suis ultraletteriste. Il s'est marré, etc. Et il m'a dit, pas mal, ça me plaît bien, etc. C'est drôle. Et il m'informe que Raymond Hins a fait la lettre I. Et que donc c'est raccord parfait, la lettre I, et que moi, mon ultralettrisme dont je lui parle, qui est carrément comme une intuition, moi, évidemment, il me dit, bah oui, de toute façon, c'est pas de Raymond Hins, c'est de Raymond Roussel. Raymond Hins a pris cette lettre I chez Raymond Roussel, etc. Donc, moi, je suis emballé, là. Je dis, bah voilà, évidemment, j'ai pas pompé, moi, c'est une intuition. J'en parle comme ça parce que c'est vrai que c'est la proximité. La proximité, j'ai toujours pensé que ça nous permettait d'être partout et d'être à la fois nulle part, mais d'être dans un rapport complètement intemporel, en fait, finalement. Et dans une distanciation permanente, en étant hors champ, comme j'ai pu le dire auparavant. Et donc, pour moi, c'est comme une évidence. Comme une évidence. Et par la distance et par l'humour, évidemment. Donc, c'est comme ça, d'ailleurs, plus tard, que j'ai pu être champion du monde du lancer du camembert. Évidemment, comme ça n'existait pas, le lancer du camembert, j'ai été forcément le champion, parce qu'il n'y avait pas eu avant moi. Et donc, j'avais tout fait, etc., pour que ça soit bien réglementé, avec huissier, avec quelqu'un en convoquant évidemment le livre record le Guinness Book, etc., avec Pierre Estany, avec je ne sais plus quelqu'un de la France Culture, etc. Enfin, tout était bien protocolaire, etc. Donc j'étais le champion du monde du lancer du camembert. Mais évidemment, moi j'avais choisi un camembert spécifique. J'avais cherché un truc pour cette distance, bien sûr. Et j'avais trouvé un camembert que j'ai jamais retrouvé, qui s'appelait la clé d'argent, ça s'appelait. C'est le camembert, la clé d'argent, que j'ai jamais retrouvé depuis. Et en fait, c'est la clé d'argent que j'ai lancée. Pas la même chose. J'ai lancé la clé d'argent dans l'espace, ça n'a rien à voir avec tous les gros bourrins après qui ont voulu me battre et qui sont devenus champions du monde après moi dans le livre des records. Ça m'a fait marrer, bien sûr. J'ai accepté, j'habitais dans le village de Valcanville, après Honfleur, et quand j'ai fait ce lancer du camembert, évidemment, tous les gens du village, à la fête communale, on dit on va te battre. Ils m'ont tous, je sais pas, ils étaient une dizaine, ils m'ont tous battu forcément parce que eux on cherchait à dépasser le record. Moi j'avais simplement commis l'acte de lancer le camembert, de lancer la clé d'argent. Alors finalement j'étais plus proche de Yves Klein et j'avais cette relation un peu avec mes anciennes attaches issues de la librairie de Caen ésotérique. Là. Donc j'avais encore ce petit lien un peu magnétique et ésotérique surréaliste, avec cette clé d'argent finalement. Donc tout était raccord. Et donc je suis toujours dans l'ultraletterisme, complètement, aujourd'hui, encore. Et c'est évident que... Alors Gilles Vonman aussi, Gilles Vonman et Jean Libreau, deux lettristes, ultra-lettristes ensuite, qui me valident, parce qu'après, évidemment, j'ai rencontré Gilles Vonman, etc. Donc ça a été très vite. Et puis après, Henri Chopin qui m'a présenté Bernard Henzik, etc. Ah bah, tout va très vite. Gilles Vonman m'a présenté François Dufresne, ils m'ont validé, ils se sont marrés avec mon ultralettrisme. Ils m'ont dit, bah oui, c'est drôle, etc. Ils m'ont validé. En rapport, François Dufresne m'a redit, quand je l'ai rencontré, ah bah tiens, Raymond Hins a fait la lettre I. Génial. Mais pas pour me dire, t'as copié sur... Non, on va me dire, bah, c'est parfait, vraiment, bravo.
t'as trouvé, t'es tombé juste, etc. Donc, moi, il est évident que j'ai jamais fréquenté les lettristes, puisque je suis tombé sur les ultra-lettristes. Forcément que je ne pouvais pas, après, régresser et me retrouver avec les lettristes. Puis après, j'ai vu une fois une exposition des lettristes, c'était insupportable, au salon, je ne sais plus où, à Paris. J'ai dit, bah, c'est ça les lettristes, mais c'était horrible, c'était affreux, c'était que des merdes, en fait, que des gribouillis de merde. J'ai trouvé ça... Il n'y a rien à voir avec une lecture d'Isidore Rézou, etc. Avec, rien à voir, c'était affreux. Voilà, donc j'ai oublié surtout de fréquenter qui que ce soit, puisque j'avais les géants, j'avais Gilles Volman et puis Jean Libreau, c'est eux qui m'ont dit, bah, arrête de faire de l'art, vis ta vie, arrête de faire de l'art. Je commence juste à en faire. Alors, ah bah d'accord, arrête de faire de l'art, vis ta vie, rend le quotidien merveilleux, voilà ce qu'il me racontait, etc. Je dis, ah d'accord, bah moi je vais faire quand même de l'art et je vais vivre ma vie en même temps. Je vais mixer, bah oui évidemment, je vais pas faire l'un ou l'autre. Je vais pas arrêter pour ne faire que vivre, et je ne vais pas faire que de l'art non plus, je vais faire de l'art en vivant. Voilà, j'ai mixé. Et puis c'est comme ça, après, que j'ai pris connaissance de Robert Filiou, l'art et la vie, etc. Mais tout m'a paru évident, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc moi, j'ai pas de leçons à recevoir, etc. Parce que moi-même, je ne me donne pas ce type de leçons. Je suis perplexe en permanence, et puis j'ai pas de vérité établie, sinon que à chaque fois, il y a toujours une multiplicité, c'est jamais clair dans une seule voie, j'en veux pas, mon focus est toujours trouble, brouillé, parce que je cumule à la fois, je me retourne, je suis dans un multi-focus permanent. Et c'est mon seul désir de vérité, c'est qu'il n'y en a pas, évidemment. Donc voilà, donc j'ai eu vachement de chance. Et puis en même temps, c'était pas facile. Parce que démarrer dans l'existence en pensant qu'est-ce que je vais faire, comment je peux trouver ma singularité, comment je peux être moi-même. On est tous uniques, d'accord, mais on est tous uniques, il y en a beaucoup, on est tous uniques, on peut être un clone, complètement un clone, on est moulé à la louche totalement, bah, on est des milliards à faire ce que font les autres, etc. On est dans une masse complètement molle, comment se détacher, comment être singulier, etc. Bah voilà, être singulier, c'est essayer d'avoir cette espèce d'attention sur des champs qui sont quasiment des oppositions, et puis d'arriver à composer, et puis à tout rembobiner pour faire des noyaux permanents qui sont vibratiles, qui sont la vibration absolue. Et puis la vibration, il faut la maintenir. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est en permanence, il faut recommencer. Elle a 75 ans aujourd'hui, et il faut que je sois encore tout le temps, évidemment, en vibration. J'ai des amis qui ont 90 ans, ils l'ont, cette vibration-là. Et puis il y a tous les autres qui sont morts, ils sont morts à 50 ans, mais pendant ce temps-là, il y en a même qui sont morts à 25 ans, de toute façon. Et donc, comment entretenir? On ne peut entretenir en maintenant toujours cette fameuse fenêtre ouverte pour accueillir des corps étrangers qui viennent perturber. Il faut accepter d'être poreux, pas peureux, poreux, et pas étanche, comme la plupart. Les gens sont étanches. C'est blindé, c'est fermé, il n'y a plus rien qui rentre. On ne peut pas être irrigué. Pour être toujours dans cette espèce de trouble permanent qui provoque ce désir de vivre absolu, il faut avoir des multi-réseaux. On ne peut pas être dans un seul réseau avec une seule chapelle, c'est pas possible. Un réseau, c'est mort. Ça tourne en rond, c'est même fascisant, c'est comme un CD-ROM, ça tourne en boucle. Ce qu'il faut, c'est un truc complètement ouvert, multi-réseau. Il faut connecter un réseau à un autre réseau en permanence. Alors là, ça vit. Parce que deux réseaux qui n'ont rien à voir, ça permet cette ouverture. Autrement, c'est le pédigré, quoi.
on s'engendre sur un engendrement qui produit une décrépitude totale. C'est ça la souillure permanente. C'est-à-dire que tout le monde va dans un registre en serrant son focus, toujours, et puis on se retrouve enraciné dans sa propre racine, de sa propre souche, qu'on imagine être une souche fondamentale. C'est une souche de merde, c'est tout. Et tout le monde, les gens nous gavent avec les souches et les machins. Mais enfin, il faut se dessoucher absolument. Voilà, c'est ça le truc. Donc, alors, c'est pas facile à vivre. Ben voilà, c'est ça le problème. C'est que c'est une quête permanente qui n'est pas dans le repos. Voilà. Alors, moi, j'ai du mal à avoir la détente absolue. Le slow là, non, pas le slow d'Orlan, non, d'être dans cette distance absolue comme Jean Dupuis avec ce humour. Je suis trop en colère en permanence. C'est-à-dire, moi, je me lève le matin émerveillé, et puis je suis tout de suite en colère parce que je suis en colère par tout ce qui se passe, etc., etc. Bon, voilà, chacun se démerde, voilà, c'est tout. Donc, mais je suis fasciné par tout ce qui est minimal. Et tout ce qui est distancé, c'est heureusement que j'ai cette fascination, mais je veux maintenir cet état alors la colère, si je pouvais la dominer absolument, évidemment, ça serait magnifique, parce que c'est pas terrible la colère. Mais comme je suis dans ce mix, je dois m'indigner quand même, malgré tout. Je dois toujours trouver l'élément puissant d'indignation pour ne pas faiblir. Je dois m'indigner. C'est trop scandaleux tout ce qui se passe en permanence. Donc je dois m'indigner. Et en même temps, je veux jouir et m'émerveiller de tellement de choses, parce qu'elles sont là, toutes ces choses merveilleuses. C'est magique en même temps, la vie. Donc je veux fonctionner. Alors je ne veux pas être un boy scout primaire, bisounours, etc. Oh, c'est beau, gna gna, etc. Et puis en même temps, je ne veux pas être non plus gna gna, ouah. Donc bah, voilà, il faut trouver ce truc bon. Ultra lettriste à fond. Je bouffe du camembert. Voilà. Bouffer du camembert, bon, c'est une chose, mais évidemment, c'est toujours pour entrechoquer les éléments, etc. Et un personnage est arrivé assez vite aussi, qui était déjà dans la revue Le Parapluie de Henri-Jean Hainu. C'est Michel Giroux, le coyote, notre coyote. Et on a fait plusieurs fois du barattage, du baratinage. Baratter le beurre. C'est vraiment le truc, la dimension suprême. Moi, j'avais fait une soucoupe volante au-dessus de ma pyramide, un camembert soucoupe volante pour l'exposition chez la Ravinci à Paris. Et ma soucoupe volante, mon camembert soucoupe volante, évidemment, c'était cette approche géniale, cosmique, là, du coup. Vraiment... l'idée, en fait, avec le camembert, c'est cette histoire de physique et de biologie mêlée. C'est complètement fou, c'est génial. C'est à la fois cette approche, on le sait tous, plus on va vite, plus on est en suspens, plus on est sur place. On le sait, les astronautes le vivent. Cette espèce d'ultra vitesse. Yves Klein et Tinguely ont fait une pièce déjà comme ça entre l'accélération suprême et cette espèce de tension qui fait que on est immobile tellement ça va vite. On sait tout ça en physique, en astrophysique, je veux dire. Et c'est un peu ça pour moi le camembert. En fait, c'est une espèce d'accélération. Le barattage du lait, c'est pressuré, c'est une accélération, mais complètement folle. C'est vraiment, on est comme dans un accélérateur de particules. On
on accélère tellement que finalement, on change d'état. On change d'état. Et en changeant d'état, on obtient une espèce de crème. Et cette crème-là, elle est encore fouettée, et on a du beurre. C'est ça le barattage. On obtient ce changement d'état, qui est vraiment là, c'est de la chimie, on passe à l'alchimie en fait. Et on a les deux éléments primordiaux que sont le physique, avec l'astrophysique, et puis cette chimie qui fait que on shoote des bactéries, et puis on obtient notre camembert, on obtient notre fromage, en shootant des bactéries. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est tous ces changements d'état. Donc, moi, évidemment, je perçois le camembert de cette manière, forcément. Alors, il a fouette, moi, du camembert, pour bouffer simplement du camembert. Non, le camembert, c'est cette espèce de relation, justement, entre cet astrophysique, avec cette accélération totale. Alors, évidemment, c'est ce que j'ai pu échanger et communier quasiment avec Michel Giroux, que j'ai rencontré. Et on a cette espèce de transe, cette ritournelle ensemble, on l'a commis plusieurs fois, ces espèces de barattage. On avait même un projet de faire une tournée en barattant le beurre, pour faire son beurre, quoi, pour faire son beurre. Bon, voilà, donc Michel Giroux, c'est une rencontre incroyable. Il faut même dire que Michel Giroux, c'est le mec qui a compris immédiatement ce que je tentais d'essayer de faire. Et c'est vraiment celui qui m'a vraiment soutenu, très 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 vite. Dès qu'il a pris connaissance de mon existence, j'ai eu un complice. Alors il m'a engueulé tout le temps. Mais moi, j'avais un ami, Jacques Lullet, dont j'ai parlé auparavant, qui a passé son temps à me charger. Donc, j'ai pas été si impressionné que ça. C'était désagréable parfois. Écoute, téléphone, connard, espèce de con, t'es vraiment qu'un con, etc. Tout le temps. Mais bon, j'étais tellement chargé avant par mon ami Lullet. Il faut dire que Claude Pellieu margeait pas non plus avec amour, mais il me chargeait aussi. Donc finalement, j'ai pris vraiment de la force. Hein, donc ça m'a jamais déstabilisé tant que ça. Quand j'en avais marre, bon, paf, etc. Mais donc finalement, j'ai bien aimé être bouleversé en permanence. C'est bien. Aujourd'hui, la gna, faut jamais. Tout est dans le consensus. La conformité absolue, on doit tout être lisse, policé, etc. Être bisounours en permanence, gna. C'est quand même bien d'être chargé, c'est bien d'être bousculé, etc. De pouvoir avoir des affrontements comme ça, puisqu'ils sont sains, ces affrontements-là. C'est pas du tout des trucs pour détruire, c'est des trucs pour construire, justement. Donc moi, j'ai aimé mon approche directe avec Michel Giroux, qui est vraiment un personnage fantastique, qui est irremplaçable. Alors c'est un chieur, eh ben, évidemment que c'est un chieur, forcément que c'est un chieur, puisqu'il est dans l'exigence absolue, c'est un chieur. Alors, bah, moi j'adore Michel Giroux, voilà. C'est un grand merci, parce que vraiment, il a été dans les tout premiers à me soutenir, voilà. Ah, John Cage. Ah, John Cage est dans le carrefour. Alors, simultanément, évidemment, parce que tout est toujours simultané, dans la même année, évidemment, j'ai pris connaissance grâce à Charles Dreyfus. Alors là, Charles Dreyfus, on est devenu complices immédiatement, tout de suite. Quand j'allais à Paris, je dormais chez Charles. Alors je dormais sur le plancher, hein, bien sûr, mais je dormais chez Charles. Alors Charles m'a complètement irrigué, m'a raconté que des anecdotes Fluxus, forcément. Et, tout ce qu'il savait, il m'a tout envoyé à toute la sauce à chaque fois. Donc
j'ai goûté, absorbé tout, c'était génial, génial, génial. Et il m'a fait aussi rencontrer pas mal de monde, hein, pas mal de monde. Avec Barbro, c'était fantastique, parce qu'il connaissait, dès que arrivait quelqu'un des États-Unis, de ce milieu-là, un milieu large, hein, entre la factory d'Andy Warhol jusqu'à Dick Higgins, en passant par... Enfin, c'était un réseau assez large, mais qui conviait le pop et Fluxus, en gros. Donc, à chaque fois, donc j'en ai rencontré pas mal des gens, grâce à Barbro et Charles. Donc voilà, donc Charles, c'est une histoire permanente. Donc là, on s'est un petit peu perdu parce qu'il est parti, je sais pas où, il est parti entre Strasbourg et ça. Donc on se voit plus beaucoup, etc. Parce qu'il est dans un truc. C'est un docteur, hein, maintenant, donc c'est un docteur. Oh là là. Donc il s'est fait un peu. Il a été nourri à une sorte de biberon universitaire. Et voilà, donc ça me fait penser d'ailleurs que moi j'ai fait une biberonothèque assez tôt, dans les années 76. Et en fait, par Charles, qui m'a présenté Julien Blaine immédiatement, paf, Julien Blaine, généreux, total, ouvert, avec derrière lui une bobine énorme, etc. Et là, Julien m'a fait profiter immédiatement de tout son débobinage. Et là, je suis tombé aussi sur un truc incroyable. Et Julien Blaine a vraiment été, bah oui, généreux, c'est le mot, l'échange, le don, etc. Participation absolue, immédiate attaque, dans Docs, etc., etc., avec tous les... toute la famille, tous ces gens découverts qui deviennent des amis, etc. Donc Arnaud Labelle-Rojoux, etc. Enfin, c'est un truc insensé, très vite. Adriano Spatola, fantastique, etc. Donc, grâce à Julien, une autre ouverture, un autre plateau, un plateau dans le plateau du plateau, etc. Et donc, Julien a été vraiment formidable. Donc, j'ai de la chance parce que... rencontrer en même temps Michel Giroux, Julien Bel, c'est là, c'est monstrueux, c'est du bol. Moi, petit rat de campagne par rapport au rat des champs, rat des villes, bon, bah, en fait, mon désavantage, c'est d'être à la campagne, d'être un plouc, oui, un provincial. Puis mon avantage, c'est d'être un provincial, d'être singulier, justement, de pas être ce Parisien, etc., centraliste, d'être décentralisé en permanence, et de l'assumer, de le comprendre, de l'appréhender, et de le vivre, et puis d'être à la fois hyper citadin en pleine campagne. Bah, Alphonse Allais, hein, la ville à la campagne, c'est ça en fait. D'être un citadin, de jouer de la guitare électrique dans les pommiers, entre les vaches, voilà. C'est ça d'être citadin, d'avoir cette approche, de pouvoir écouter, d'avoir la chance d'écouter une cassette du Velvet Underground sur un petit appareil, là, les premiers qui arrivaient où on pouvait enfin écouter, et tout ça dans les champs, entre des vaches, et puis des pommes, etc. Et boire un coup de cidre, un truc de fou, et ne pas être forcément dans l'urbanisme total, tout en étant urbain. Enfin, c'est la chance que j'ai eue, c'est d'être un plouc, voilà, un plouc à la ville. Et rencontrer des gens comme Claude Pellieu, et Jean Dupuis, et puis Jean Lubreau, et Gilles Volman, et François Dufresne, etc. François Dufresne qui me présente, et des gens, et François Dufresne et Henri Chopin qui me présentent Bernard Hinzig, etc. C'est un truc de dingue. C'est génial, c'est un coup de bol. Et puis donc, je tombe sur Michel Giroux et Julien Blaine. Alors aujourd'hui, ça paraît plus évident. Mais moi, je parle du temps T où c'était vraiment le moment opportun. C'était cette rencontre éclaboussant tous les dictats de la banalité du quotidien qui était une morosité permanente.
Et d'un seul coup, on a ces éblouissements intenses, etc. Cette probabilité improbable dont parle Fox en permanence dans son approche cosmique, ben c'est ça en fait, c'est ça, c'est l'ultralétrisme dans le sens le plus foudroyant de l'accélération totale, dans la latence du suspens, le suspens qui fait que en étant sur place comme ça, on est en pure accélération, et donc grâce à des gens comme Julien, Ben et Michel Giroux, et évidemment en tirant sur la bobine, toute la famille arrive, Arnaud Labelle-Rojoux, alors on devient amis. On a passé les concours des Beaux-Arts ensemble, on s'est rencontrés, clac, on s'est scotché, matché immédiatement, ça a collé tout de suite. On avait les mêmes, alors lui, complètement le rat des villes, et moi complètement le rat des champs. On avait les mêmes connexions, on avait lu les mêmes choses, on a eu tout de suite cette attraction positive, comme un nœud, avec nos différences totales, et cette espèce d'osmose, c'est incroyable, Donc on est toujours potes aujourd'hui, d'ailleurs on prépare un truc ensemble, donc tout arrive en même temps, et donc Jean-Jacques Lebel arrive, forcément, l'un présente l'autre, qui présente l'autre, Jean-Jacques Lebel qui me présente Félix Guattari, enfin. Oui, enfin Félix Guattari, que j'aurais dû rencontrer, évidemment, quand j'ai fait évader mon malade à l'hôpital psychiatrique, là, mon patient, et évidemment, je ne connaissais pas l'antipsychiatrie, etc. Bon, je l'ai déjà expliqué, etc. Bon, enfin, voilà, rencontre Félix Guattari. D'ailleurs, un peu plus tard, grâce à Jean-Jacques Lebel, j'ai quand même fait une performance avec Félix. Donc Félix, qui avait fait un petit peu de théâtre, qui écrivait des trucs, je pense que c'est pratiquement la seule performance qu'il a fait. Il a participé, il a écrit des pièces de théâtre, etc. Mais il n'avait jamais vraiment fait de performance. On a vachement discuté, on a essayé de trouver un truc pour rester spontané, etc. Donc évidemment, sans faire de répétition, quoi que ce soit, mais on avait établi un seul truc. Je lui avais proposé d'ailleurs, pour qu'on soit simple et efficace, qu'on puisse être libre et en même temps en osmose, et tout en ayant notre différence, et que ça matche bien ensemble, je lui ai proposé d'établir une sorte de cercle magique invisible, en demandant à la petite fille de la famille Dupuis, de Francis Dupuis de Honfleur, justement, le frère de Jean Dupuis, la petite fille Julie, dont j'étais le parrain, qui avait 6 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais demandé à Arlette et Francis, je ne pourrais pas avoir Julie, est-ce qu'elle accepterait, et vous, est-ce que vous accepteriez que je prenne Julie dans ma performance? Et donc, il faudrait l'habiller avec une petite jupette un peu Alice au Pays des Merveilles, une petite jupette et des petites soquettes, avec un truc un peu rigolo, un peu bande dessinée, etc. Je lui attache au cul une casserole. Elle tourne en rond avec une ficelle à la ceinture, c'est un gling, 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 gling. Et elle fait un cercle. Elle fait un cercle à 5 mètres de diamètre autour de nous. Nous, on peut sortir du cercle. Mais on n'a pas à soulever les gens pour passer sur une barrière. C'est magique, puisque quand elle vient de passer, elle a créé la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et nous, on peut être dans le centre, puis sortir, rentrer, ressortir. Donc, c'est ce que je lui ai proposé. J'ai dit, voilà, on est où on veut, on rentre ou on sort du cercle, et c'est Julie qui va créer ce cercle magique. Gling, 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 gling. Bon, j'ai eu un petit peu peur parce que moi je me suis un peu énervé. Félix a pris un escabeau, ce qui permettait il pouvait chevaucher le cercle, et là Julie passait sous l'escabeau. Normalement ça se fait pas, parce que on dit que c'est dangereux, etc., que ça porte malheur. Voilà. Mais bon, là c'était drôle, et puis quelquefois il se mettait dans le cercle, et quelquefois hors du cercle. C'était parfait. Et il montait, il descendait, etc. Et moi, évidemment, j'avais simplement mis comme accessoire, j'ai dit, qu'est-ce que je peux... il y avait dans le lieu, sur les côtés,
Il y avait plein de planches, plein de lattes, plein de planches. J'ai tout rapporté sur la scène. C'était au Café de la Danse à Paris. Et je prenais ces planches, mais il y avait des planches qui faisaient 2 mètres. Je prenais toutes ces comme une sorte de fagot de plus en plus, jusqu'à ne plus pouvoir les prendre. Et je portais, je me déplaçais. J'avais simplement peur de balancer un coup de planche, un coup de latte dans la tête de Julie, qui commençait à faire des cercles un peu excentriques. C'est-à-dire les cercles, ils devenaient... Parce qu'elle faisait gaffe. Donc c'est... Bon, j'ai pas bien géré ce truc-là, et ça s'est bien passé. Coup de bol, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que, alors là, Félix, il avait plutôt tendance vers la fin à être hors du cercle magique, parce que moi j'étais à l'intérieur, je le franchissais aussi, mais je devenais dangereux. Donc voilà. Mais bon, c'était fantastique, on a fait une pièce quand même conséquente ensemble, on l'a fait, voilà. Et donc c'est grâce à Jean-Jacques Lebel qui m'a présenté. Et l'année auparavant, Jean-Jacques Lebel m'avait invité, il avait, avant les Polyphoniques, il m'avait invité à faire une performance à vide passage au musée d'art moderne. Et là, j'ai fait un truc, c'est là que j'ai fait la danseuse. Alors, c'est un truc compliqué à expliquer, mais bon, c'est pareil, je faisais des partitions à cette époque-là, pour faire des partitions, évidemment, du hasard. Parce que Amélie et moi, on avait offert à notre fille Annabelle le jeu du Google, pas du Google, du Google, pas du Google. Et ce sont des dés avec des mots, des chiffres, etc. Il y a des cartes. Et j'ai établi 47 partitions performances, dont toutes liées au hasard. Donc j'avais le temps, comme dans le jeu, 3 minutes avec le sablier, etc., pour élaborer la partition. Donc c'est trop long à expliquer, mais enfin, je peux présenter ces partitions. Cette pièce fait pour... quand Jean-Jacques Lebel m'a invité au musée d'art moderne, j'ai vraiment, à la lettre, réalisé... Alors, c'est une pièce qui est calibrée, partitionnelle, mais avec tellement d'aléatoires qu'on est encore libre. Mais il y a quand même des bornes établies, par le hasard pur des 3 minutes. J'avais 3 minutes pour... donc, quand on tire les dés, par exemple, en calculant tous les chiffres qui apparaissaient à place sur les dés, je calculais le temps, je déterminais le temps de ma performance. Et là, ça faisait 46 secondes, moi qui étais pour le 47, puisque je suis né en 47. Là, je me rappelle que cette pièce-là, elle faisait 46 secondes, parce que... pas 46 secondes, 46 minutes, pardon. 46 minutes. Et les bornes, c'était un peu avec les noms dans ce jeu. Alors, il y avait alimentation, par exemple... musique ou sport, enfin c'était un peu... Et à partir de là, j'avais 3 minutes pour tout de suite gérer. Et bon, je suis tombé sur opéra, donc j'ai fait le Lac des Cygnes. On connaît quand même, elle est passée dans pas mal de revues, et notamment dans Dox, avec Julien Blaine, évidemment. Et on me voit en petite danseuse d'opéra, et je me transforme lentement en gros rat d'opéra, avec une queue, etc. Et puis je me baigne dans un signe épidémique, donc là j'ai un triangle rempli de fioul. Alors évidemment, ça m'a un petit peu brûlé les couilles. Je me suis un petit peu fait déborder, là. J'ai eu pas mal de mots dans la semaine. Ensuite, donc je me suis baigné dans le fioul. Donc je pensais pas que ça allait... Bon, alors j'étais vraiment un espèce de gros rat d'égout à la fin, alors que j'étais élégante et belle comme une petite danseuse d'opéra, avec mon petit froufrou blanc, etc. Mon tutu, quoi. J'étais en tutu.
Et puis tout doucement, je me baignais, etc. Bon. Et pendant ce temps-là, ouais, c'était dans la partition. Il y avait sport, et puis je suis tombé sur. J'ai choisi euh, le comment s'appelle ce tennis à élastique, là, je ne me rappelle plus maintenant. Euh, Comment ça s'appelle tu vois pas comment ça s'appelle? Non, je vois pas, mais je vois très bien ce que c'est. Bon, enfin bon, donc, et j'avais tout en suivant à la lettre ma partition, donc en n'inventant rien, mais en inventant tout, et après en réalisant spontanément par l'improvisation entre les bornes la pièce, donc une espèce d'établissement comme ça sur partition, mais élaboré, donc, mais complètement libre évidemment. Donc j'ai 47 partitions, je ne les ai pas toutes faites, hein, donc je peux les proposer, on peut les jouer évidemment. Il n'y a pas que moi, je peux les filer à quelqu'un d'autre, donc on peut jouer les partitions. Bon voilà, bon, je l'explique pas plus que ça, mais c'était assez fort parce que ça me débordait, donc c'était génial. Je découvrais moi-même en réalisant mes performances qui étaient toujours complètement collectives. Il y avait toujours des gens. Et rien à voir avec mes lectures que je fais aujourd'hui, qu'on appelle encore des performances, etc., où je suis plus proche d'une lecture, bon, évidemment toujours improvisée, parce que j'écris toujours mon texte 1 heure avant, qui est le cut-up de mon texte précédent, que j'avais fait la dernière fois, donc il est toujours en expansion, etc. Et je fais, donc il n'y a aucune répétition, j'arrive, paf, c'est le vide absolu, c'est le vertige, j'ai les jetons, etc. C'est ce qui permet, c'est l'adrénaline, c'est la puissance de tir qui fait que, étant complètement excité et angoissé, etc., ça me propulse, ça me donne une dynamique, etc. Bon, je fonctionne comme ça, etc. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout peut rater, tout bon. Mais ce ne sont pas les performances que je faisais au début. Au début, c'était vraiment un travail physique, complètement. Alors évidemment, c'est physique quand je fais une lecture, mais je veux dire, là, j'établissais vraiment une mise en espace, une situation, un rapport scénique. Théâtralisé, en fait. Théâtralisé. Anti-théâtre, mais théâtralisé. Et j'en ai fait pas mal. Et d'ailleurs, étant anti-théâtre, j'aimerais juste parler, parce que c'est lié, Jean-Jacques Lebel m'a vraiment écrit plusieurs fois sur cette performance, où j'ai présenté ma famille chez des gens fantastiques qui s'appellent les Frilous, et qui avaient un théâtre qui s'appelait le Théâtre d'en face. Bon, déjà, eux-mêmes avaient une grande distance avec le théâtre, mais c'était des théâtres quand même. Mais ce théâtre qui provenait justement post-Living Theatre, ce dont je parlais au tout début, quand moi-même j'étais nourri par l'idée de faire du théâtre, avec cette rencontre du Living Theatre à Caen, et puis de Grotowski, etc. Donc eux-mêmes avaient cette formation plus Artaud, etc. Mais c'était quand même du théâtre. Et ils avaient un théâtre qui s'appelait le théâtre d'en face. Donc c'était à côté du théâtre. Bon. Et donc déjà, c'était ouvert. Et puis dans cette ouverture-là, il y avait toute cette approche on a fait pas mal de soirées performances. Et une où j'ai présenté ma famille, ça s'appelle Famille 80, et j'ai présenté ma famille, c'est-à-dire l'idée de cette performance. J'étais toujours gêné avec mes parents, que j'adorais évidemment, mais avec qui je ne pouvais pas matcher, mais il y avait une relation humaine et d'amour, évidemment, je pouvais demander n'importe quoi à mes parents, mais ils ne pouvaient pas envisager le moins du monde une appréciation quelconque avec ce que je pouvais faire. Ça les dérangeait vraiment. C'était épouvantable en fait pour eux, ce que je faisais.
Et donc ils ont été courageux. Et puis moi, j'ai pas été cool, forcément. Tant pis, c'est comme ça. Mais en maintenant une relation d'amour, bien sûr. Donc là, j'avais besoin, je voulais présenter ma famille, y compris mes beaux-parents, etc. Donc j'ai invité tout le monde en leur demandant de venir sur scène à Paris. Catastrophe, ma mère, pratiquement, j'allais peut-être 2 fois à Paris, etc. Donc déjà c'est monstrueux. Comment tu peux me demander ça, etc. Enfin, elle a dit oui, elle a accepté. Donc j'ai demandé à ma famille, donc évidemment ma femme et mes enfants, mais j'aurais demandé de venir être eux-mêmes, c'est-à-dire de choisir simplement dans le choix 2 possibilités. Soit partir de leur profession, soit de leur passe-temps quotidien, etc. Donc taper là-dedans pour commettre sur scène, devant tout le monde, des gestes liés à leur passe-temps ou à leur profession. Bon, mon père a oublié sa profession, mais comme il dessinait, etc., de lui-même, il a dit, moi je vais dessiner, sur le côté, je redessine toute la scène. C'était pas mal, parce que ça, justement par rapport au cercle dont je parlais, du centre et puis hors du centre, mon père s'est mis un petit peu hors champ, tout en étant dans le champ. Évidemment, il était dans le champ du spectacle, on le voyait, il était intégré au spectacle, mais lui-même a décidé d'avoir un grand... Enfin, c'était une feuille géante, hein, je ne sais plus ce que c'était, un panneau, etc., énorme, qui faisait 2 mètres sur 2 mètres, et c'était pas un petit tableau comme les peintres au bord de l'eau, etc. Donc, il dessinait, donc ça veut dire qu'il était en distance, il était hors champ, lui se décadrait, alors qu'il était dans le cadre pour le public, mais il se décadrait, et il dessinait tout le reste, c'est-à-dire tous les autres gens. Donc ma mère, elle, bon, son passe-temps c'était de tricoter, donc hop, tranquillou, fauteuil, et hop, je tricote, je bouge plus, je fais mon tricot terrorisé par l'idée d'être vu, etc. Mais il faut beaucoup d'amour pour accepter de faire une chose comme ça. Mes beaux-parents ont dit bah non, pas d'accord, on n'y va pas. J'ai eu ma belle-sœur, mon beau-frère, etc. Mais mes 2 et les beaux-frères, belles-sœurs, etc. Même le chien du beau-frère et tout, puis les enfants des enfants, etc. Ça faisait quand même déjà un petit monde, plus Amélie. Et donc j'ai établi un truc, bon, Amélie qui faisait toujours merveilleusement la cuisine et pour tous les gens, on avait toujours du monde à la maison, etc. m'a dit, bon, moi je veux faire la cuisine. Alors je lui dis simplement, ah bah si tu fais la cuisine, tu fais un lapin. Donc on avait une gazinière, donc, un peu comme au théâtre, c'est-à-dire une mise en scène, une scénographie quand même, mais établie sur un truc assez spontané quand même. Mais tout, lié avec une espèce de rigueur, d'exigence, uniquement sur cet aléatoire-là. Donc un truc imprévisible, évidemment quand même si il y avait quelques bornes établies. Et donc, la table élémentaire, 2 tréteaux, une planche, une bouteille à gaz et puis un réchaud à gaz, non, un petit four, un petit four avec la gazinière pour faire le lapin. Et donc, Amélie, là, hop, son boulot, c'est je prépare tout, et puis quand ça sera fini, à table, et la performance sera finie. Et bon, pendant ce temps-là, et puis moi, bon, j'avais un truc à gérer, etc. C'est trop long à parler, mais bon, on a eu un drame dans la famille. Bon, beaucoup le savent, mais on a eu 3 enfants. Emmanuel, il était île noire, Dead Sexy et puis Peste Moderne, les 3 groupes. Et puis Annabelle, qui a changé de nom, qui s'appelle Annabelle Hulot maintenant, qui faisait le groupe des Chiards quand elle était au lycée, et en invitant les enfants d'artistes, et puis qui après a décidé de changer de nom. Donc pendant 1 an, elle a échangé son B de Hubo contre un L, ceux qui avaient des L. Ça finit d'ailleurs avec Jacques Lang qui a dû envoyer un mot à Jacques Bong, etc. Bon, etc. On peut en reparler plus tard. Donc, et puis le 3e enfant,
notre petit Damien qui est mort, évidemment, qui est mort à 3 ans d'une méningite foudroyante. Donc on a été quand même dans le drame absolu. On y est toujours, évidemment, il y a toujours ça. Les tétines noires ronflent ce drame, cette tragédie, etc. Tout est sous-jacent, il y a toujours ce truc derrière, etc. Donc et bon, moi j'ai bouffé le nounours, voilà, j'ai bouffé le nounours. Et dans la performance, j'avais un nounours, je bouffais la paille, le feu, etc. Bon. Et la performance, c'était pas d'exhiber ma famille comme ça. Évidemment, oui. C'était une sorte d'exorcisme complètement improbable. C'est d'interrompre, à un moment donné, de mettre en situation de tension extrême en venant, comment je peux expliquer ça simplement, je suis passé des uns aux autres, jamais sans un bruit, moi qui hurle souvent, qui vocifère souvent dans mes lectures, aucun bruit. C'était que des hurlements. Comme ça, à chaque fois que je m'approchais. Et je commençais par tenir ou Amélie, qui faisait sa cuisine, ou ma belle-sœur, qui faisait un cours de... Elle était prof de sciences nat, ma belle-sœur, la sœur d'Amélie. Donc, ça lui a paru évident de prendre sur sa profession, et elle a fait un cours de sciences maths sur les épidémies. Alors, elle était au tableau, comme dans une classe au lycée, comme elle était dans son quotidien, etc. Donc, c'était réglé pour elle. Tout le monde, terrorisé, une épreuve à passer, putain, elle nous emmerde ce Joël, etc. Bah allez, pour lui, on va le faire quand même, mais putain, quelle épreuve, etc. Et je les laisse faire leur truc, et là, ils retrouvent, c'est étonnant, ils retrouvent un confort dans leur truc. Une fois qu'ils sont dedans, chacun s'emploie à faire ce qui a été prévu. Donc leur prévisibilité, c'est une fois qu'ils ont décidé. Donc ma mère tricote. Alors elle regarde tout, elle regarde tout, mais elle tricote. Alors, donc rien que ça, déjà, le regard, etc. C'est hilarant de l'extérieur pour le public. Et puis moi, je passe, j'arrive, et hop, je bouscule ma mère. Enfin, je la bouscule. Je fais mon cri. Et puis hop, je demande à ma mère de se lever, de sortir de son fauteuil, et je prends son tricot. Donc je suis passé pour chacun, j'ai fait le cours à la place de la belle-sœur, j'ai poussé mon père après avoir fait mon cri, son bruit, et j'ai dessiné à sa place. Donc à chaque fois, d'un seul coup, il se retrouvait à nu, complètement impuissant. Mon confort, je venais d'avoir cette place. Je tricotais, puis d'un seul coup, je suis debout. Combien de temps ça va durer? Et alors là, il y avait la performance, là, il y avait la tension extrême. C'était d'une puissance. Moi-même, j'arrivais presque à me téléporter, tout en vivant le truc. D'un seul coup, je voyais moi-même ce truc intense. C'était complètement fou. Et donc, c'était de la torture, là, donc, en même temps, je passais, puis il y avait cet amour-là de le faire. C'était un truc très, 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 très bizarre. Jean-Jacques Lebel a bien piché. Il a bien compris le truc. Il a écrit 2 textes magnifiques. Et il m'a invité après de nombreuses fois. Je pense être parmi ceux qui ont fait le plus de polyphoniques dans le monde. Je pense. Et d'ailleurs, on en fait un très bientôt à Marseille au Mucem. Arnaud Labellangeau et moi avec Julien Blaine. Voilà, donc pour faire tout le raccord. Donc tout est génial parce qu'on est toujours en complice. Voilà. Oui, évidemment, les polyphoniques, grâce à Jean-Jacques Lebel, il m'a présenté forcément John Giorno, Kerasim Lucas, c'est géant.
Cela dit, Gerasim Lucas, je l'avais chopé bien auparavant, en 73 exactement. J'avais chopé et j'avais déjà écrit un texte qui a été repris beaucoup plus tard dans les hommages à Gerasim pour la revue le cahier du refuge du CIPM, Chinchim Gerasim. Et là, j'ai fait plusieurs fois ce poème que j'avais écrit en 1973, bien avant de rencontrer Gerasim Lucas. J'avais été... et c'est Claude Pellieu qui m'avait dit de regarder Gerasim Lucas. Voilà. Donc tout... Bon, Jean-Jacques Lebel me l'a présenté, forcément, donc après ça change tout, évidemment. Et les jeunes journaux, fabuleux. À moi, comme j'étais intéressé par le rock, etc., j'ai toujours... j'ai dû expliquer déjà auparavant que j'étais intéressé, évidemment, par Erik Satie. Je me suis branché tout de suite sur la musique répétitive. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs en 73 que on pouvait commencer à pouvoir acheter les disques à la Galerie Chandard à Paris. Donc à chaque fois que j'allais à Paris, tac, je passais Galerie Chandard, et là j'ai acheté les disques. C'est comme ça que j'ai acheté Phil Glass, Thierry Riley, La Monte-Young, Sun Ra, enfin tout, je sais plus encore, tous les... Et puis juste après, Charlemagne-Palestine, et puis évidemment comme je quittais le théâtre pour m'intéresser plus au body art, j'ai beaucoup aimé les actionnistes viennois, et j'ai adoré très vite la musique de Hermann Nietzsche. Alors franchement, alors là, avec 3 notes, etc., c'était fantastique. Mais tout ça, c'était complètement connecté à Erik Satie, en fait, avec la ritournelle d'Erik Satie. Et puis, ma découverte de Suicide et d'Alan Vega. Et c'est là que j'avais décidé, ma poésie sonore, je la ferai avec ce rythme cardiaque total, le rythme cardiaque. Qui d'ailleurs, ce rythme cardiaque, qu'on retrouve avec subtilité et évanescence dans la machine de Jean Dupuis, qu'il avait exposé en 72, avec les stéthoscopes où chacun prend la machine cœur pour 6 cœurs. On a un stéthoscope et pouf, pouf, il y a les capteurs, etc. C'est amplifié, etc. Et ça soulève une poussière qui est plus légère que l'air. Et on a une espèce de machine vibrante, magique, un peu comme ces lampes psychédéliques d'huile, etc. Avec un espèce de truc où on peut rester des heures. C'est très proche d'une sorte de dream machine, finalement. C'est très proche de ça, de Brian Gazing. Et donc, ce stéthoscope, c'est le cœur, le battement du cœur, le truc élémentaire. Donc, pour la poésie sonore, pour moi, ça ne peut être que le corps, ça peut être que cette physicalité. Donc, ce rythme élémentaire qu'on retrouve dans tout ce qui est technoïde, toute cette techno qui provient du fond des âges, enfin, qui est complètement liée à la transe primordiale, préhistorique, etc., de tout ce truc qui nous fait décoller, téléporter complètement, etc. La transe. Donc, j'ai toujours voulu, dès que j'ai pris conscience d'établir enfin et de rabattre tous mes trucs de yaourtage russe de mes années de 6e, 5e, etc., dans cette conscience fortifiée par les nombreuses découvertes, etc., en décidant que ma poésie sonore serait l'origine animale de mon truc imprévisible au départ, uniquement pour me distancer par peur, par panique, par timidité, etc., de trouver un moyen de me faire remarquer différemment, etc. Je l'ai déployé dans ma poésie et c'est devenu le champ d'attraction pour formuler une recherche permanente en testant tout le temps, c'est-à-dire un coup c'est raté, un coup c'est bon, un coup c'est raté, un coup c'est bon, etc. Et d'avoir cette espèce de ritournelle totale de recherche intensive
Et donc tout s'est mis en ordre. Et parce que je trouvais, quand j'ai commencé à voir des poètes, je trouvais que tous, y compris John Giorno, tous étaient attachés à une musique contemporaine ou à du free jazz. Pas de rock. Même John Giorno, c'était du pop free jazzé, c'était pas vraiment du rock. Alors aujourd'hui, depuis, évidemment, ça a beaucoup changé. Mais au départ, moi je parle de mes origines fondées dès que j'ai rencontré évidemment les trois premiers, Jean Lubro, Volman et Chopin, tout de suite chacun m'a présenté les autres qui font que, en me retrouvant avec Bernard Hinzig, Henri Chopin, Michel Metta, etc., tous ces gens-là, j'ai commencé à voir tout le monde et tout. Et il n'y avait pas de rock, en fait, il n'y avait pas de rock. La seule ritournelle avec laquelle j'ai eu vraiment une connexion où j'étais irradié, là, c'est la musique répétitive de la poésie de Jean-Luc Parent, fantastique. Jean-Luc Parent qui vient de nous quitter là, il y a peu de temps. Là, c'était incroyable. Et là, ça me rappelait... Alors, il n'y avait pas l'humour d'Alphonse Allais, mais il y avait quand même l'essence quasi ésotérique, pas mystique, mais complètement cosmique de Jean-Luc Parent, donc très proche d'une forme d'ésotérisme finalement. Un truc, ça, et la terre, et les astres, et les yeux, et le sexe, etc. Et tout avec la lune dans le jour, et le jour dans la nuit, etc. Enfin, et puis ce truc, cette musique répétitive, ce chant en boucle, une espèce de transe comme ça, à plat, comme un cœur qui bat, mais lentement, pas le gros cardiaque, etc., mais une espèce de truc. Donc, finalement, plus proche, j'étais assez attiré, à la fois par les vociférations de François Dufresne et par cette ritournelle de Jean-Luc Parent. Tout ça, c'est un truc de... Et puis après, on trouve ces raccords, etc. Donc, c'est pas facile de tout compresser aujourd'hui, là, parce que tout a été simultané, quasiment. Tout a été compressé en très peu de temps. Et les rencontres foudroyantes de tout le monde à la fois, etc. Donc, ça a été plutôt une espèce de complicité avec les uns les autres, etc. Mais voilà, j'ai essayé de... si demain tu me fais parler, je vais dire des choses différentes, évidemment. Mais je veux dire que c'était vraiment... vraiment fou, vraiment riche ces quelques années-là. Puis j'ai eu cette chance donc d'avoir tout le monde en même temps, quoi. Voilà, donc c'est vrai que Polyphonix, c'était incroyable. Voilà. D'ailleurs, dans ces interactions, parmi tous ces gens d'invités, etc., je pense à ce truc assez fabuleux, étonnant, où Bernard Hinzig et Michel Métaille m'ont invité à participer au premier festival international de poésie sonore au Havre, à Rennes et à Beaubourg. Donc une sorte de petite tournée. On était assez nombreux, etc. Et évidemment, paf, on parlait du rock, etc. Et là, je décide de créer une sorte de groupe de rock primate, un peu une sorte de Kraftwerk rustique. Et donc je demande à 3 étudiants, donc 4 étudiants, dont Patrice Carré qui continue de faire beaucoup de sons, de sculpture sonore aujourd'hui, qui est très lié aux musiques expérimentales, à la sculpture sonore. Et donc là, il est parmi mes étudiants. Je leur donne tous une combinaison blanche entre celle du peintre et celle de la centrale nucléaire, une espèce de combinaison avec mes signes épidémiques, etc. CKK, Culture Control, évidemment. Et puis chacun a un vibro, là, un truc à mayonnaise, là, un fouet électrique. Comment on appelle ça? Merde. Un mixeur, évidemment. Un mixeur. Et puis, avec le mixeur, il suffit d'avoir un bol ou faire du bruit sur le plancher, etc. Donc, les instruments de musique, en fait, c'est les mixeurs.
Et moi, je fais ma lecture épidémique, évidemment. Et forcément, il devait y avoir un rythme. Le seul truc. Eh ben, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas, même avec les camarades, même avec ces nouveaux camarades, ces nouveaux complices. On me coupe le sifflet. C'est-à-dire, on coupe le courant. Ah, ça suffit. Chlac, on m'arrête. Au bout de 10 minutes, même pas. On m'arrête. Donc, merci la tolérance de la poésie sonore, etc. Donc, c'est le début, hein, et ça a toujours été un peu comme ça. Voilà. Et après, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Mais bon, voilà, c'est la vie. Et invité par Bernard Herzig et Michel Métaille, qui ont été toujours des complices fantastiques. Toujours. Bernard Herzig a été merveilleux avec moi. Et il m'a même aussi acheté des pièces, etc. Et il m'a invité pas mal de fois. Et j'ai une correspondance avec Bernard Herzig assez merveilleuse. Voilà. Donc j'ai eu de la chance de rencontrer aussi ce grand poète. Voilà. Et Michel Métaille, évidemment, on fonctionne toujours ensemble, mais on se voit régulièrement, etc. Et on est assez raccord sur pas mal de trucs. On se marre bien d'ailleurs avec Michel Métaille. Alors, ces rafales de festivals et de rencontres, etc., évidemment, c'était génial parce que soudain, on a la meute. On a les familles avec des plateaux différents, évidemment, des réseaux différents, mais on a toute la meute. Et la meute de la meute. Et très vite, je suis devenu vraiment ami avec Serge P, par exemple. Serge P, qui m'a invité de nombreuses fois à Toulouse, etc. Évidemment, j'ai rencontré assez vite Richard Martel, qui est devenu vraiment une espèce de frère de la côte ouest, quoi, en fait, finalement, entre le Québec libre, le Québec de Lièvre, comme je dis, et puis notre Normandie, Bretagne, etc. Il y a des liens. Enfin, ça a matché assez vite. On a failli se battre à la première rencontre, parce que, bon, voilà, sorte de combat de coq. Et puis, dans la demi-heure, on est devenus des amis, etc. Et en fait, on est restés amis jusqu'à aujourd'hui, où justement Richard a des problèmes, là, des trucs incroyables. Donc, évidemment, je soutiens sauvagement Richard, qui depuis 40 ans tient un bout portant avec son collègue et complice Guy Suy Durand, évidemment. Et donc, ils ont créé complètement les éditions inter, avec le festival, avec le lieu, etc. Évidemment, avec un collectif autour, mais c'est franchement Richard qui a des problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une sorte de putsch, il est quasiment viré de son poste de direction. Bon, c'est un autre problème, mais c'est quand même un gros problème. Donc moi, je suis vraiment un allié, un soutien total de Richard, parce qu'on a trop de choses communes, etc. Et c'est vraiment un géant. Et donc, je suis allé de nombreuses fois chez lui, etc., avec un accueil incroyable tout le temps, etc. Et il m'a nourri, évidemment. Donc, Serge P., Richard Martel, enfin, des gens incroyables. Ben, je voudrais revenir sur des éléments qui ont été essentiels dans mon existence. C'est-à-dire, j'ai pris connaissance à un moment donné de l'espace hétéroclite créé par Thierry Agulot à Budos. Et ça m'a vraiment... donc il m'a invité en fait. Il m'a invité, j'y suis allé, paf, tout de suite, c'était génial. J'ai trouvé ce mec fabuleux, l'artiste voyou, avec ses tampons, pin art, soif art, etc. Enfin, un truc génial. Ses invitations à chaque fois saugrenues, total déjanté, punk.
et puis avec un humour extra, et une sorte d'érudit, bien sûr, évidemment. Et il arrivait à être... il invitait à la fois des... il payait presque des prostituées pour venir, enfin, presque, je veux dire, oui, je pense que dans ces soirées, 3 ou 4, et puis il invitait des parachutistes. Il y avait une colonie de parachutistes près de son espace à Budos, c'est la banlieue de Bordeaux, avec les étudiants des beaux-arts mélangés avec des tas d'autres gens, etc. Ça faisait une sorte de salade niçoise, là, complètement hétéroclite, effectivement. Et c'était de la grenade pure, quoi, de la bombe à fragmentation là, à chaque soirée. Donc c'était drôle, génial, etc. Donc entre ces parachutistes, ces prostituées, ces punks, ces étudiants des beaux-arts mélangés avec des bourgeois. Etc. Bon, faut dire que Thierry Agulot, quand même, était aussi le modèle de Pierre Molinier, le fabuleux grand Pierre Molinier de Bordeaux. Ce mec au godemiche talon, fantastique. Ce peintre, photographe génial, qui avait été vraiment validé par André Breton à l'époque, au début, l'époque surréaliste, etc. Et qui a fait vraiment un travail inouï en photographie. Et il y a eu un numéro d'ailleurs dans comment s'appelait la revue de François Pluchart, la revue Artitude. Il y a un numéro sur l'indécence. Thierry Agulot, Pierre Molinier, c'est un truc incroyable. Enfin bon, tout ça c'est dans les revues, c'est facile à retrouver, etc. Donc on était très amis. Bon, il est mort trop tôt, très vite. Le Combe, il s'est explosé la tronche en camion, dans un camion de Bordeaux en revenant de Paris. C'est-à-dire un camion de pinard. Il s'est explosé en camion en revenant de Paris contre un camion de pinard. Bon, voilà, c'est comme ça. Je ne sais plus comment s'appelait. Il avait un truc génial sur sa tombe. Il avait, je ne sais plus, ça me reviendra tout à l'heure. Je pourrais le redire, etc. C'est pas à qui le tour, mais je ne sais plus ce que c'était. Bon, enfin, peu importe. Enfin, Thierry Agulot, rencontre cruciale. Et quand j'étais nommé prof à l'école des Beaux-Arts, parce que évidemment j'étais viré des arts appliqués, et 8 ans après, évidemment sans diplôme, il y avait des concours, donc j'en ai passé 2 en étant le 2e, et j'ai eu un poste au 3e à Caen, etc. Et j'ai décidé d'ouvrir un espace, ça me titillait depuis un petit moment, et j'ai été un petit peu propulsé par Thierry Agulot avec son espace hétéroclite, et j'ai ouvert un espace qui s'appelait Mixage International. Je me dis, j'ai une nuit à dormir à Caen, parce que les cours c'est 16 heures, donc on dort une nuit sur place, et je me dis, voilà, chaque semaine j'ai une nuit à passer, au lieu d'aller au cinéma ou aller me bourrer la tronche dans des bars, je vais inviter tous les gens que j'ai pu rencontrer, donc mon réseau, surtout de performance, parce que je venais de faire pas mal de tours quasiment en Europe, etc. Donc j'avais un super réseau. Je me dis, je vais faire venir un par un, je vais inviter ces gens. Bon, évidemment, j'ai invité Thierry Agulot pour lui rendre la balle, puisqu'il m'avait invité l'année auparavant. Et j'ai après ensuite invité, j'ai invité Orlan très vite, Charles Dreyfus très vite dans les premiers, etc. Et tout ça fait partie de cette agitation, de cette turbulence permanente, etc. Mais créative, intense, toujours forte en émotion, en ratage, en réussite, etc. Enfin, un truc volcanique, en fait, voilà. Sismographique, quelque chose de quasi tellurique, cosmique, comme dit toujours ce camarade Fox. Et évidemment, avec Thierry, Jacques Tanguy m'envoyait
on ne se connaissait pas, mais il y avait le Mélart. Donc le Mélart était intense aussi à cette époque-là. Je recevais des enveloppes. Jacques Donguy était très fan de Claude Pellieu. Et je recevais des lettres avec des lames de rasoir. Je faisais attention parce que Donguy m'a envoyé des lames de rasoir dans ses enveloppes. Donc je faisais gaffe à pas mettre mon doigt entre les deux. On ne sait jamais. Bon, on a eu un peu... Et puis il habitait à côté de Thierry Agulot. Donc c'était drôle d'ailleurs. Thierry Agulot se moquait un petit peu de Jacques Donguy. Voilà. Tout ça, ça fait partie d'une errance permanente et d'une dérive. J'ai évoqué la banalyse, mais cette errance-là, en fait, permanente, que j'ai évoquée de nombreuses fois là, dans la discussion, c'est la psychogéographie fondamentale de Ralph René, c'est les situationnistes, en fait. Et en parlant de Donguy, c'est à ce propos, je suis devenu vraiment ami avec une poétesse, une fille incroyable, Angéline Neveu, qui était très attachée à Henri-Jean Haenu, qui faisait la revue Le Parapluie, et qui, elle, était vraiment une situ presque armée. Là. C'était vraiment un truc... elle était terrible, génial, terrible. Donc, Angèle Neveu, ce mix entre justement le Parapluie, Henri-Jean Haenu, la dérive psychogéographique, Jacques Donguy, etc. Tout ça, on l'attend toujours. Hein. Avec Amélie, un jour, Angéline dit j'arrive. Et puis bon, il faut aller toujours chercher les amis à la gare, à Valognes, qui a une vingtaine de kilomètres de la maison. Et puis on attendait Angéline qui devait arriver au train de je ne sais plus quelle heure. Bah bon, pas arrivé l'heure, le train arrive, pas d'Angéline. On dit, elle s'est plantée, elle a loupé Valognes, elle est partie à Cherbourg directement. Et en fait, on a attendu, et puis toujours pas d'Angéline, elle a commencé à téléphoner un peu partout. Puis on s'est dit, il y a une cata, il y a un problème. Oh, mais Angéline a fait un tel merdier dans le train qu'à Évreux, le contrôleur a dû arrêter le train, appeler les gendarmes qui sont arrivés, qui ont embarqué immédiatement Angéline, qui était en train de cogner sur la gueule de tout le monde dans le wagon, en hurlant, tous des cons, etc. Et donc, embarqué direct Sainte-Anne. Voilà. Bon, voilà, Angéline, on l'attend toujours. Bon, elle est morte il y a quelques années maintenant. Elle était merveilleuse. J'ai adoré cette fille. Voilà, donc c'est un peu la jointure entre Donguy et Henri-Jean Haenu du Parapluie. Et puis après, avec tous les... Parce qu'elle était dans les polyphonies, etc. Elle-même a organisé des choses. Et avec Arnaud Labelle-Rejoux, qui l'a invité, etc. Julien Blaine, etc. Enfin, elle fait partie du plateau complice total de Richard Martel à tous les... évidemment, François Janicot, la femme de Bernard Elzig, enfin, tous ces gens, tout ça, ça fait une troupe totale avec cette effervescence permanente, etc. Donc c'est magnifique, Bon, aujourd'hui tout ça c'est un peu plus, ça se confine un peu, ça se polisse un peu, ça s'uniformise un peu. Il y a une petite régression, je trouve. Alors il y a une multitude. Bon, évidemment, il y a plein de gens nouveaux, géniaux. Et puis, il y a une masse. C'est ça, un peu la surconsommation. À un moment donné, les réseaux ont produit un réseau unique, finalement, où il faudrait d'autres réseaux dans le réseau. Et puis tout ça, ça se moule. Tout s'entremoule à la louche, chacun s'entremoule, etc. Et ça uniformise vraiment. Donc c'est un peu dommage. Il va falloir rebooster tout ça. Donc j'espère bon, de toute façon, tout autour, il y a tellement de furie dans notre monde actuel que de toute façon, tout ça va forcément créer une situation qui est déjà violente, qui va forcément produire un désir
de se manifester à nouveau et de reprendre du poil de la bête pour jaillir, comme toujours dans tous les gros problèmes énormes comme on a pu le constater historiquement. Dès qu'il y a un fléau, qu'il y a un drame, etc., il y a toujours des gens pour trouver, non pas une solution, mais un moyen de relever la tête. Et donc je reste positif, c'est-à-dire j'ai toujours été yes futur, et donc le futur sera différent, ça sera un autre futur, on sera peut-être même pas là, ce sera un autre futur. Mais j'ai toujours été favorable à la punkitude, mais en disant toujours yes futur et pas jamais no futur, voilà. Dans le mix infernal, étant aux Beaux-Arts, entre le mixage, les Beaux-Arts, etc., j'avais un excellent collègue, Yvan Messac, qui était prof de peinture. Yvan Messac, donc, on peut lui attribuer le plateau, mais déjà lui-même était un mix total aussi, mais disons qu'il est dans la configuration de l'école de la figuration narrative. Il a cette posture-là, parce qu'il a fait beaucoup de... juste après Fromanger, Cueco, etc., tous ces gens-là, il appartient disons, à cette école, historiquement. Figuration narrative, Yvan Messac. Mais il est tellement complexe. Il a fait de la sculpture sur marbre, par exemple. Il a fait beaucoup de sculptures, beaucoup de volumes en papier mâché, des trucs incroyables. Et puis c'est une sorte de... Oui, c'est un philosophe. Donc j'ai beaucoup apprécié Yvan Messac. Et il y avait une petite particularité, c'est que avec un grand poète de la poésie visuelle, que j'ai rencontré grâce à Julien Blaine, évidemment, j'en avais pas parlé avant, mais que j'ai rencontré avec Julien Blaine, c'est Jean-François Bory. La poésie visuelle, summum de la poésie visuelle, avec une distanciation totale, enfin, un érudit complet, etc. Et Yvan Messac, mon collègue, me parlait toujours des soirées. Ils organisaient des soirées futuristes, des repas futuristes. Yvan et Jean-François Bory proposaient il y a ceux qui proposent des soirées galantes, d'autres des gangbangs, et là c'était des soirées futuristes. Bon, peut-être un petit mix des deux, etc. etc. Et en fait, Jean-François Bory, qui a eu des revues, l'Humidité, etc., et puis après, qui était quand même critique d'art, et qui s'intéressait, qui n'était pas scotché qu'à la poésie, qui s'intéressait quand même à la peinture, etc., à plein d'autres. Il a fait un livre, je ne sais plus comment. En fait, il m'a intercepté en peinture, et non pas en poésie. Donc c'est deux bons points pour Jean-François Bory, qui a eu l'audace et puis qui a eu l'intuition de m'accorder au moins cette voix qui est toujours refoulée selon les plateaux. Si on est en poésie, ah bon, tu fais encore des objets de production pour les galeries? Et si tu es dans les galeries, ah bon, tu fais encore des gesticulations post-dadaïstes? Et si tu es dans la performance, ah bon, mais etc., etc. C'est la folie, chacun est dans son truc, dans sa chapelle. On ne peut pas s'en sortir. Heureusement, il y a quand même des gens qui ont cette richesse de pouvoir être multiplateau. Et Jean-François Bory a été assez correct avec moi. Voilà. Bon, tout ça, c'est en vrac, mais c'est un vrac. Le vrac marche bien, puisque je parle que d'errance et que de vagabondage et que de dérive. Entre la dérive psychogéographique situationniste et la banalise dont j'ai parlé, etc., on est que dans ce vagabondage. Donc cette espèce d'errance totale. Et c'est vrai que dans ce mini-mélo d'un mixage
absolue, d'une richesse incroyable. J'ai rencontré très tôt Pierre Tillemans. D'ailleurs, c'est Pierre Tillemans, avant Michel Giroux, avant Julien Bliane, avant Jean-Jacques Lebel, avant Pierre Restany, c'est Pierre Tillemans qui a fait mon premier texte pour me présenter en préface dans un catalogue. Donc c'est incroyable parce que Pierre Tillemans, on tire sur la vomite, tout de suite, tac, tac, c'est Robert Filliou, évidemment. Donc après, tout se rejoint. On rencontre Richard Martel, tac, on tire, tac, Robert Filliou, etc., etc., puis plein d'autres gens. Donc Jean Dupuy, hop, Robert Filliou, c'est génial. Arnaud Labelle-Rojoux a aussi forniqué pas mal dans ce champ-là. On était très complices à ce niveau-là. Évidemment, pendant très longtemps, on a été en ping-pong permanent avec Charles Dreyfus, etc. Orlan, dont j'ai parlé plusieurs fois. Tout fonctionnait, etc. Alors avec évidemment toutes les attractions les plus diverses, entre un premier degré, un deuxième degré, un troisième degré. On n'est jamais au même niveau dans le focus. Il y en a dont le focus est trouble, d'autres il est clairvoyant, d'autres c'est hyper lucide, d'autres c'est un peu moins lucide. Ça dépend Mais tout ça, ça a produit un vacarme épouvantable qui fait les sécrétions absolues, mentales, physiques, etc., d'un univers qui est devenu un multivers, évidemment. Et donc, avec les faces, c'est quantique finalement. C'est toujours deux champs, deux attractions, un univers sur un autre univers, et tout se déplace en permanence, en même temps, multidirectionnellement. Et il faut envisager à chaque fois ces multistructures comme une réalité composée de toutes les réalités, enfin d'une multiréalité. Et chaque phase, chaque fragment, dans le sens fractal, chaque élément, on prend, peu importe lequel, on part de Pierre Tillemans, ou on part de Arnaud Labelle-Rojoux, ou on part de Julien Blaine, ou on part de Jean-Jacques Lebel, ou de Bernard Hitzik, ou d'Henri Chopin, etc. Et hop, on a un nouveau focus, etc. Et on a à la fois le même champ d'interaction, mais différemment. Et il faut tourner, il faut errer, et regarder à nouveau avec cet espace d'attention aiguë, inouïe, pour arriver à mêler tous ces focus, pour faire ce brouillage absolu qui est la multiréalité excellente, qui n'est pas du confort, mais qu'on ne peut que vivre intensément. Voilà. Le reste, c'est de la médiocrité, fadasse, passable, etc. Il faut fuir ça. Voilà. Dans cette errance-là, dont je parle, cette espèce de navigation diabolique, mais fantastique et merveilleuse, c'est toujours inouï, c'est-à-dire que c'est dingue. En même temps, mixage, à Caen. Quand je fais mixage, en fait, évidemment, j'ai pas d'argent, j'ai pas de moyens, j'ai une amie qui arrive du Maroc, qui s'installe à Caen, qui monte enfin, comment on appelle ça, enfin, une sorte de magasin d'antiquité, années 30. Voilà. Et donc, la boutique est grande. Et je lui dis, ça serait vraiment bien pour faire mixage, tu pourrais m'aider, etc., pour que j'invite les gens pour faire des performances, etc., une fois par semaine. Elle me propose de découper la galerie en deux, etc. Et donc, j'ai un lieu pour la première année. Elvire à Lorigny, qui avait la galerie Galéa, où là, d'ailleurs, elle exposait Philippe Boutibonne, TXT. Philippe Boutibonne, c'est un des éléments de TXT. Alors, magnifique, des gens de TXT magnifiques, comme Alain Fontrier avec Marie-Hélène Delin, et puis Jean-Pierre Verhegen, et donc ce Philippe Boutibonne, c'est merveilleux. Après, d'autres terrifiants, d'autres gens de TXT totalitaires, complètement intégrés, etc. Mais bon, Boutibonne, génial. Donc, j'ai rencontré Boutibonne, évidemment, à Caen, il était prof
à l'université de Caen en biologie, etc. Donc, un poète et peintre merveilleux. Donc, le truc de folie, c'est que Elvire avait ramené dans ses bagages aussi son ancien collègue des Beaux-Arts, c'est-à-dire Mohamed Attallah, qui s'est appelé Romain Attallah à Caen. Et Romain Attallah, un peintre, disons, dans la lignée arabesque, donc géométrique, donc cinétisme, etc., donc marocain, avec toute cette culture de la peinture abstraite, etc. Et Romain Attallah, un truc de fou. On parle à un moment donné, je ne sais plus à quel moment, etc. Mais bon. Et il me dit, bah, en fait, c'est moi je suis le premier à avoir filmé et fait un entretien avec Brian Gazing et sa Dream Machine. Je suis le premier à avoir filmé la Dream Machine. Ah bon, la Dream Machine, mais pas la Dream Machine, fabuleux. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure pour évoquer la pièce de Jean Dupuis. Mais la Dream Machine, c'est un truc de dingue. Alors, je pense que bon, les jeunes connaissent peut-être pas trop, mais on a cette image, vous savez, bon, on est dans un autobus ou dans une bagnole, et puis on a les yeux, on ferme les yeux, puis la voiture passe très rapidement, il y a un soleil incroyable, il y a ces arbres le long de la route, et on ferme les yeux, on clignote, et d'un seul coup, on est complètement allumé, on est quasiment en transe, comme si on avait pris un acide. C'est complètement fou, il n'y a pas besoin de prendre d'acide, il suffit de fermer les yeux, et puis de capter toute cette rythmique comme ça le long de la route avec ce soleil qui vient halluciner complètement, nous exploser la tronche. Donc on s'explose la tronche uniquement par cette rythmique vibrative, etc. Et Brian Gazing a cette lumière, comme ça il se dit, paf, je crée une Dream Machine uniquement avec des bouts de carton, un bout de papier, découpage, etc. En kaléidoscopant, enfin, on faisait une espèce d'origami élémentaire avec des trous, avec une lumière. Donc, il pose son découpage comme un lustre sur une lampe, et posé sur un électrophone qui tourne, etc. Et d'un seul coup, on a cette espèce de variation en boucle continue qui fait qu'on peut être dans cette approche comme ça, comme si on avait pris un acide. On peut prendre un joint et puis fermer les yeux et puis regarder ces lumières, etc. Et donc c'est incroyable. Et ben cette pièce-là, en fait, elle a été concoctée au tout début, évidemment au Maroc. Quand William Burroughs et Ginsberg venaient à Tanger, etc., profiter un petit peu justement de la camelote sur place, etc., ils se sont rencontrés et il y avait évidemment Mohamed Attallah qui était là. Et ce qui est génial, c'est que Mohamed Attallah avait un ami qui s'appelait Mohamed Amri, qui est un poète, et qui lui était très branché Joujouka. C'est un truc de fou aussi, ça peut... Bon, autant j'ai toujours défini mon choix comme un non-choix, c'est-à-dire que autant j'ai toujours intercepté avec la même ferveur, le même enthousiasme, Henri Chopin et Bernard Herrmann, sans choisir plus l'un que l'autre, en interceptant les deux. Autant j'avais fait pareil quand j'étais plus jeune avec les Beatles et les Rolling Stones. C'était infernal, on me demandait toujours, mais alors t'es Beatles ou t'es... Je suis les deux, évidemment. J'aime les deux, pour des raisons différentes. J'aime les deux, c'est pas possible. En plus, il y a tellement de points communs, etc. Et là, l'ami poète de Romain Attallah, Mohamed Attallah, en avait parlé à Brian Gazing, qui était venu aussi comme William Burroughs, comme
Ginsberg, il était venu un petit peu fureter à Tanger, etc., etc. Et donc il lui a dit, il y a un truc fantastique, il y a un village qui s'appelle Jujuka, c'est complètement dingue. Alors eux, ils font de la trance, ils font pas du folklore marocain, musique, folklore, etc. Ils font un truc complètement lié à la musique élémentaire, fondamentale, originelle de la nuit des temps. Et de génération en génération, tout le village se transmet cette musique complètement dingue. Et Brian Jones, donc le Rolling Stone, mort très tôt, Brian Jones, ça c'est génial. Il va à Jujuka. Et là, il est complètement allumé. Il dit, c'est complètement dingue. Je vais en parler en rentrant à Londres immédiatement aux copains. Et donc, il en parle forcément à tout le monde. Et les Rolling Stones, là, tu dis, mais il faut qu'on fasse un truc. On fait un truc avec les Jujuka. Ils ont fait un disque. Avec les Jujuka. C'est génial. Et pendant qu'eux faisaient un disque avec les Jujuka, c'est-à-dire que le mixte, ça veut dire le vrai mix. C'est les Rolling Stones qui font un mix avec Jujuka. C'est complètement dingue. Mais pendant ce temps-là, les Beatles, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils font un mix avec l'Inde. Ils font un mix. Et ils font tout un travail grâce peut-être à Yoko Ono, évidemment. Fluxus. Et puis cette influence katmandoutesque où d'un seul coup rentre un peu de bouddhisme, un peu de zen, etc. Et évidemment, il y a une petite orientation, c'est-à-dire c'est paradoxal, tout le temps c'est paradoxal. Eux-mêmes ont produit leur propre mix les uns les autres. De toute façon, on sait qu'ils étaient hyper potes en plus, etc. Donc il faut arrêter ces trucs. Alors, si t'es Rolling Stone, tu peux pas être Beatles. Si t'es Beatles, tu peux pas être Rolling Stone. Quelle connerie! C'est ça la connerie insupportable, permanente. Donc la chance que j'ai, c'est d'avoir toujours intercepté ce multifocus en permanence, et l'avoir conjugué, combiné, voilà, c'est ça le mot, combiné, la combinaison permanente des rencontres fortuites, comme pouvait le dire l'autre Hamon, la rencontre fortuite je ne sais plus exactement, d'un parapluie sur une table d'opération, je ne sais plus, etc. Mais bon, tout le monde le connaît, donc j'ai oublié. Mais bon, cette fameuse rencontre fortuite, choc, qui fait le choc permanent, c'est ça qu'il faut intercepter en permanence. C'est pas de s'attribuer une voix, une espèce de voix unique, avec la trajectoire, pour aller, j'y vais, on va où sur cette trajectoire, si c'est décidé, il peut rien se passer. Bon voilà. Donc le seul moyen d'envisager une trajectoire, c'est une multitrajectoire, c'est-à-dire j'avance en tourniquant, en zigzag, et puis je recule, et puis je me pars à gauche, à droite, et je carrefourise en permanence, carrefourer, voilà. Bon, on verra un petit peu plus tard, là. Bon, j'arrête un peu là. C'est pas mal quand même, là, maintenant, avec la Dream Machine. On ferme les yeux, et on s'hallucine. On prend rien. On se défonce seul, en prenant rien, uniquement avec la Dream Machine, voilà. Que chacun a en soi. On n'a même pas besoin de refaire la Dream Machine de Brian Gazin. On est chacun sa propre Dream Machine. Voilà. Youpi.